Alors, on enchaîne par notre sujet de traumatologie et on remercie le laboratoire Sanofi pour le symposium qui va être présenté par notre cher professeur Haddoun, professeur en traumatologie CHU Casablanca. Piège diagnostic en traumatologie. À vous la parole, professeur. Merci, Madame la vice-présidente. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs et les laboratoires Sanofi pour leur collaboration. Donc je précise d'emblée que ce n'est pas un topo monologue et j'aimerais bien qu'il y ait une participation de la salle. Et pour ça, vous avez des micro-baladeurs à votre disposition. Donc on va un petit peu sortir de la routine et vous exposer certaines situations cliniques auxquelles vous risquez d'être confrontés durant votre pratique quotidienne. Alors, en guise d'introduction, les pièges en traumatologie sont fréquents. Ils peuvent avoir des conséquences redoutables aussi bien pour le patient que pour le praticien, vu les problèmes médico-légaux auxquels on est confronté de plus en plus durant notre activité. Et les problèmes de diagnostic sont dus à plusieurs faits. D'abord, ça peut être un examen clinique qui est mal fait ou vite fait ou occulté. Ça peut être une interprétation radiologique, et je corrige, parce que j'ai été corrigé tout à l'heure par mon maître professeur Ksayar, que la radiologie ne peut pas être trompeuse, mais c'est surtout l'interprétation qui est trompeuse. Par problème d'incidence qui est mal faite, ou par des radiographies ou un bilan radiographique qui est insuffisant, ou une lecture qui est hâtive. Donc je vous expose le premier cas clinique. Donc c'est celui d'un homme de 52 ans qui est connu épileptique, mal suivi. Au cours d'une crise convulsive, il présente un traumatisme de l'épaule droite avec une douleur et impotence fonctionnelle qui est relative. Donc devant ce tableau, quelles sont vos possibilités diagnostiques? Vous allez penser à quoi devant ce tableau? Vous avez à votre disposition des micro-baladeurs, s'il vous plaît. L'essentiel, c'est d'échanger. On n'est pas là pour faire des tests. Luxation de l'épaule droite. Oui, tout à fait, c'est toujours possible. Quelle variété de luxation? Antérieure, d'autres disent postérieure, oui. Fracture. Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, oui, c'est tout à fait possible. Voilà, donc est-ce que vous avez besoin d'un bilan ou pas? Vous avez commencé par quel bilan? Radio standard. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc on va demander des radiographies standards. Donc voilà deux incidences de face et de profil. Est-ce que votre diagnostic se précise? Est-ce que vous gardez le même diagnostic pour les gens qui ont répondu luxation antéro-interne de l'épaule? Il n'y a pas de luxation? D'accord, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de signe de luxation, en tout cas antérieure. Est-ce qu'il y a des fractures? Alors, je reviens à la clinique et vous voyez l'attitude du patient. Donc on a montré exprès que du côté gauche, le membre supérieur gauche arrive à faire une rotation externe coup de corps complète. Et vous voyez que du côté droit, on n'arrive pas à faire une rotation externe complète. Alors la radiographie, si c'est insuffisant pour votre diagnostic, est-ce que vous allez demander un autre examen radiologique ou vous contentez de ça si vous n'avez pas de diagnostic? L'échographie? L'IRM? Alors, on a demandé un scanner. Et voilà le résultat du scanner. Alors, qu'est-ce que vous avez comme diagnostic? Donc, vous voyez que la tête humérale ne se projette plus en face de la cavité glénoïde. Donc, elle est partie en arrière. Et donc, c'est le diagnostic de luxation postérieure de l'épaule. Donc, ça, c'est une éventualité qui est très rare en traumatologie. Ça représente moins de 5% de toutes les luxations, puisque 95% des cas, la luxation, elle se fait vers l'avant. Alors, dans moins de 5%, la luxation peut se faire en arrière, surtout lorsqu'on a un contexte clinique particulier. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui fait une crise convulsive ou qui est électrocuté,
Et au cours de mouvements d'électrocution ou au cours de la crise convulsive, il y a un mouvement d'hyperrotation interne et une contracture des muscles postérieurs de l'épaule qui va déplacer la tête plutôt en arrière. Alors que dans la luxation antérieure de l'épaule, la tête elle se déplace en avant et à ce moment-là, vous avez un cortège de signes qui sont très parlants qu'on ne retrouve pas dans la luxation postérieure. Donc vous voyez ici, j'ai schématisé en bas les signes typiques de la luxation antéro-interne de l'épaule. Donc vous avez le vide sous-acromial qu'on ne retrouve pas dans la luxation postérieure de l'épaule. Vous avez le coup de hache externe sur la photo de gauche, c'est ce qui correspond à une saillie exagérée de l'acromion, et vous voyez la tête humérale qui s'est déplacée vers l'avant. Donc ça, c'est la situation la plus fréquente, c'est la luxation qu'on rencontre la plus fréquemment, alors que la luxation postérieure, elle est rare et ça se voit dans un contexte particulier, comme je vous ai dit. Alors, comment vous s'en sortir pour le diagnostic? Dans la luxation postérieure, il n'y a pas de déformation. On a un membre qui se met automatiquement en rotation interne. Et si vous testez la rotation externe, impossible d'avoir une rotation externe. Et donc ça doit vous alarmer sur une luxation postérieure de l'épaule. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que pour faire le diagnostic de luxation postérieure, vous avez l'anamnèse et le contexte de crise convulsive ou d'électrocution, plus rarement de polytraumatisme. Vous avez la radio de face, certains signes qui peuvent vous orienter. C'est l'aspect en ampoule, comme vous voyez ici l'aspect en ampoule de la tête humérale, et vous ne voyez pas généralement l'interline articulaire puisqu'il y a une superposition de la tête sur la cavité glénoïde. Alors le profil axillaire, donc ça peut faire le diagnostic s'il est bien fait, mais c'est surtout le scanner qui va vous confirmer le diagnostic de luxation postérieure de l'épaule. Donc voilà, donc on va passer au deuxième cas clinique. C'est un jeune de 22 ans qui a présenté un traumatisme du coude suite à une chute sur la main en légère flexion il y a 10 jours et qui se présente pour des douleurs au niveau de son coude droit. Alors quand on examine le patient, on retrouve un œdème du coude, les repères anatomiques normaux du coude qui sont l'épitroclé, l'olecrane et l'épicondyle sont conservés et la mobilisation du coude, elle est possible mais elle est limitée. Et un examen sensitivo-moteur normal. Donc voilà, donc sur le schéma, vous voyez les repères classiques qu'il faut examiner devant tout traumatisme du coude. Vous avez l'épitroclé, l'olecrane et l'épicondyle se trouvent sur une même ligne horizontale lorsque le coude est en extension. Il se positionne comme un triangle isocèle sur un coude qui est fléchi. Et donc ces repères anatomiques, lorsqu'ils sont conservés, normalement on élimine un problème de luxation au niveau du coude. Donc d'emblée, chez ce patient, on peut dire qu'il n'a pas de problème de luxation du coude. Alors, à votre avis, quels sont les diagnostics ou le diagnostic possible? Est-ce qu'on peut garder un problème de fracture au niveau du coude? Oui, oui. Donc on peut tout à fait garder un problème de fracture. Alors on demande des radiographies et voilà le résultat de 2 incidences, de face et de profil. Alors quel est votre diagnostic? Qu'est-ce que vous remarquez sur les radios? Est-ce que ça vous avance pour le diagnostic? Alors qui interprètent cette radio comme étant normale, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez la main, ceux qui interprètent les radios comme normales? Ceux qui l'interprètent comme anormal? Donc il y en a un qui l'interprète normal et l'autre anormal. Donc il y a un problème quelque part. Alors il y a des choses sur la radio auxquelles on va venir. Donc on va pousser un peu les choses plus loin. On va demander un scanner. Voilà sur découpe sagittale. Est-ce que vous remarquez des choses? Je vous donne même les images de reconstruction 3D, peut-être que ça vous aidera. Est-ce que vous voyez des choses? Normal? Alors voilà, donc je vous fais un petit rappel de l'anatomie de l'extrémité inférieure de l'humérus, quand même, peut-être ça va vous aider.
Donc les faces articulaires de l'extrémité inférieure du radius, vous avez la trochlée humérale qui s'articule avec la grande cavité sigmoïde du cubitus, et vous avez le capitellum qui s'articule avec la tête radiale. Alors je vous rappelle que ça forme la palette humérale qui est généralement déjetée en avant. Et donc si vous voyez les schémas anatomiques de droite, et si vous voyez du côté gauche, vous remarquez qu'il y a des choses qui se passent au niveau du capitellum et d'une partie de la trochlée. Donc sur l'image de reconstruction 3D en haut, vous voyez qu'il y a un fragment qui s'est détaché au niveau de la partie articulaire. C'est ce qu'on appelle par définition la fracture articulaire pure de l'extrémité inférieure de l'humérus. C'est une situation qu'on peut rencontrer assez fréquemment dans les pratiques quotidiennes et qui passe inaperçue même sous les yeux de spécialistes. Et cette fracture-là, même si elle est rare en pratique, mais le diagnostic, il n'est pas fait dans 50% des cas. Et c'est des situations qu'on va rencontrer surtout chez l'enfant, chez qui il y a encore un cartilage de croissance qui est encore fertile, et donc la fracture ou le décollement passe par le cartilage. Et il y a plusieurs types de ces variétés articulaires pures. Il y a la fracture du capitellum, comme sur le schéma de gauche, où vous avez juste une partie du capitellum qui est détachée du reste de la surface articulaire. Il y a les fractures de Heinz-Steinthal, quand ça détache le capitellum et une partie de la trochlée. Et vous avez sur le schéma de gauche, toute la surface articulaire s'est détachée, c'est ce qu'on appelle les fractures diacondyliennes. Alors c'est juste pour vous alarmer sur le diagnostic de cette entité qu'on peut faire, comment, qu'il faudra y penser surtout chez l'enfant, devant tout traumatisme de l'enfant. Attention aux radiographies de standard, à la lecture de la radiographie standard, surtout de profil. Et si vous voyez bien le profil en haut à droite, vous voyez qu'il y a le fragment qui est détaché et qui s'est déplacé en avant de l'articulation. Alors normalement, il n'y a pas lieu d'être là-bas, donc il est un peu plus bas et en arrière. Et la clé du diagnostic, elle est apportée par le scanner qui va, grâce aux reconstructions 3D, qui va nous montrer précisément ces fractures dites articulaires pures de l'extrémité inférieure de l'humérus. On va passer à un troisième cas clinique. Ce n'est pas l'objet du topo, mais peut-être qu'on va répondre après. À la fin du topo, je vais répondre aux questions. Oui. Je remercie professeur Kseyer pour cette question pertinente. Normalement, le scanner, il n'est pas indispensable, sauf peut-être pour la stratégie thérapeutique, parce que le fragment, il était bien visible. Le fragment, il était bien visible sur le cliché de profil. Voilà. Donc sur le cliché de profil, le diagnostic, il était évident. Le scanner, normalement, dans notre pratique, on le demande pour avoir une stratégie thérapeutique, c'est-à-dire pour la fixation de ce fragment. Est-ce que c'est un fragment qui est communitif, qui va admettre des vis ou pas? Et donc, normalement, le scanner, on le demande de plus en plus dans des situations de fractures dites épiphysaires articulaires pour lesquelles on a besoin d'une réduction anatomique. Mais le diagnostic, je suis tout à fait d'accord, rien que la radiographie du profil, elle était suffisante pour poser le diagnostic. Mais pour la stratégie thérapeutique, je pense que c'est indispensable. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut avoir tout le temps ce souci pour de limiter l'irradiation des patients. C'est vrai qu'on n'y pense pas dans notre pratique quotidienne, mais c'est quelque chose qui est fondamental à respecter. Alors voilà, donc on va passer à la troisième situation clinique. Voilà, jeune patient de 35 ans, là aussi, qui se présente pour un traumatisme du poignet suite à une chute lors d'un accident de sport. Il a une douleur de la face dorsale du poignet. À l'examen, on retrouve une petite tuméfaction douloureuse de la face dorsale du poignet et il a des mobilités qui sont conservées au niveau de son poignet, quoiqu'elles sont limitées. Alors, votre diagnostic, je pense que à cette étape clinique, normalement, il y a plusieurs diagnostics, ça peut être plusieurs types de fractures. Donc, je vous épargne un petit peu cette discussion clinique et je vous donne les incidences qu'on a eues, une radiographie du poignet de face et de profil. Est-ce que ça vous aide pour apporter un diagnostic? Est-ce que vous voyez des choses?
voyez pas grand-chose? Bon, alors, je vous propose alors des schnecks. Vous avez peut-être faim, quoique la pause café elle est déjà passée. Bon, c'était juste pour vous rappeler cette incidence qui est d'un grand secours dans les traumatismes du poignet, qu'on appelle l'incidence de Schneck. Peut-être que mon maître, le professeur Kseyer, nous apportera des précisions sur ça tout à l'heure. Alors, c'est une incidence qui va un petit peu dérouler le scaphoïde, qui a une forme hélicoïdale et qui est verticale. Et lorsqu'on fait cette incidence, c'est-à-dire le poignet en légère inclinaison cubitale et en extension, on déroule le scaphoïde et on le voit sur toute sa longueur. Et c'est comme ça qu'on démasque certains traits de fracture, surtout au niveau du scaphoïde lorsqu'ils sont inapparents sur les radiographies standards. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait l'incidence, vous voyez qu'il y a un trait manifeste au niveau du scaphoïde. Donc c'est une fracture non déplacée du scaphoïde. Donc ça, c'est une pathologie qui est fréquemment occultée, c'est les fractures non déplacées du scaphoïde. Et il faut savoir y penser devant tout traumatisme du poignet et demander les incidences qu'il faut pour faire le diagnostic. Alors je vous rappelle que c'est une situation clinique assez fréquente par rapport aux autres fractures qu'on a décrites. Bravo, Sted. Donc voilà, donc on va revenir là-dessus. Donc voilà, le mécanisme, c'est celui-là. Vous avez le scaphoïde qui est pris en piège entre la première colonne du pouce et la styloïde radiale. Et vous avez l'examen clinique qui est fondamental. Il faut savoir reconnaître le scaphoïde, où est-ce qu'il est situé d'abord sur la face dorsale du poignet. Il faut le chercher au niveau de la fameuse tabatière anatomique. Vous voyez sur la petite étoile là-bas, c'est au fond de la tabatière anatomique qu'on va aller chercher des douleurs au fond de cette tabatière qui sont pour le diagnostic d'une fracture du scaphoïde. Donc voilà donc les différents signes de l'examen clinique qui sont très importants pour le diagnostic de cette fracture. Douleur, tout œdème au niveau du fond de la tabatière anatomique, toute douleur à la traction ou à la pression sur la première colonne du pouce, vous devez penser à une fracture du scaphoïde. Donc, et demander les incidences qu'il faut. Ça s'appelle les incidences, l'incidence de Schneck, donc qui démasque le trait de fracture. Vous voyez le trait de fracture à peine visible ici, et dès qu'on met le poignet en incidence de Schneck, vous avez le trait qui devient trop bien visible. Alors, on a appris au début de notre formation que pour démasquer cette fracture aussi, on avait la possibilité de refaire les radios après 15 jours. Parce que qu'est-ce qui se passe après 15 jours? Il y a une résorption des bouts fracturaires et la fracture devient visible. Alors maintenant, on ne peut plus se permettre d'attendre 15 jours, il faut un verdict. Et là aussi, on demande un scanner qui va nous donner le diagnostic 100%, il va nous donner le diagnostic d'une fracture du scaphoïde. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que devant tout traumatisme du poignet, il faudra penser à la fracture du scaphoïde et faire un bilan dans ce sens, et au moindre doute, un scanner est demandé. Alors quatrième cas clinique, c'est un patient là aussi jeune, 30 ans, accident de sport, chute sur la main, poignet en extension, un peu la même situation, douleur et œdème au niveau de la face dorsale du poignet, repère anatomique du poignet conservé. Voilà donc l'aspect clinique. On demande une radiographie et vous avez le résultat. Alors, est-ce que vous voyez des anomalies sur cette radiographie? Bravo. Entre quelles structures? Il y a plutôt un élargissement de l'espace entre le scaphoïde et le semi-lunaire. Le scaphoïde, vous le voyez, et vous avez l'espace qui est élargi. Alors normalement, cet espace, il doit mesurer moins de 3 mm. Alors s'il est supérieur à 3 mm, il faut penser à ce qu'on appelle la disjonction scapho-lunaire ou l'entorse du ligament scapho-lunaire. À ce niveau-là, sur le plan anatomique, il y a un ligament résistant entre le scaphoïde et le lunatome. Et ce ligament peut être le siège d'une entorse, d'une rupture de ce ligament, qui va se manifester par un écart au niveau de cet espace. Surtout que le grand os en bas, le grand os qui est juste en bas, il pousse en haut et il va exagérer cet espace. Alors l'entorse scapho-lunaire, c'est quelque chose aussi qui est fréquent en pratique. Alors la clinique, elle n'est pas typique parce qu'on peut avoir les mêmes symptômes pour toute pathologie du poignet. C'est des douleurs de la face dorsale du poignet avec un léger œdème.
Mais cliniquement, dans les cas chroniques, le test de Watson, que j'ai schématisé en bas, peut être positif. Alors lorsqu'on fait une flexion du poignet, on passe de la flexion, de l'extension à la flexion, tout en poussant sur le tubercule de scaphoïde, généralement on ressent un ressaut qui témoigne qu'il y a un problème au niveau de ligament scapho-lunaire. Alors voilà, vous avez à la radio standard, si vous lisez bien les radios, vous avez le fameux diastasis scapho-lunaire et vous avez une augmentation de l'angle scapho-lunaire sur le profil. Bon, c'est des incidences un petit peu, il faut une lecture, il faut une habitude pour mesurer ces angles. Donc voilà, donc il y a certains signes de face qui ne trompent pas, c'est le signe de l'anneau. Vous voyez le scaphoïde, il y a comme un petit cercle sur le scaphoïde, c'est ce qu'on appelle le signe de l'anneau. Et c'est dû au scaphoïde qui a basculé, qui a changé de position et qui montre ce signe de l'anneau. Et vous avez en deux l'élargissement de l'espace scapho-lunaire. Et sur le profil, vous avez une horizontalisation du scaphoïde qui se traduit par une augmentation de l'angle scapho-lunaire qui passe au-dessus de 70 degrés. Alors, sur ces incidences, généralement aux yeux de spécialistes, c'est suffisant pour le diagnostic, mais pour encore plus pousser les choses plus loin, le meilleur moyen, actuellement on a deux moyens, donc soit ce qu'on appelle l'arthroscanner, c'est-à-dire on va opacifier les articulations du poignet et on va remarquer qu'il y a un passage du produit de contraste entre le scaphoïde et le semi-lunaire, qui normalement ne devra pas passer entre les deux. Si vous voyez schématisé en rouge, ça témoigne qu'il y a là-bas une déchirure du ligament et donc qui laisse fuir le ligament le produit de contraste. Vous avez sur le schéma en haut à droite une vue arthroscopique, c'est-à-dire quand on met un optique dans le poignet et on voit les structures osseuses. Donc l'étoile, ça montre le ligament scapho-lunaire qui est très épais, qui relie le scaphoïde au semi-lunaire. Et sur la même vue arthroscopique en bas, au milieu, vous voyez qu'il y a une déchirure de ce ligament scapho-lunaire, ce qu'on appelle l'entorse du ligament scapho-lunaire. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce cas-là? Que c'est l'entorse du ligament scapho-lunaire, elle est peu fréquente. Le diagnostic clinique, il est difficile. On peut avoir une orientation diagnostique en lisant bien les radiographies de face et de profil à la recherche des signes qu'on a cités tout à l'heure, et que l'arthroscanner ou l'arthroscopie peuvent être parfois les seuls moyens pour faire le diagnostic de cette pathologie. Alors, je passe au 5e cas clinique, toujours sujet jeune, sont victimes le plus souvent de traumatisme, 22 ans, chute sur la main, poignet en hyperextension, à peu près les mêmes symptômes, œdème, douleur de la face dorsale du poignet, repère anatomique du poignet conservé. Donc vous avez l'aspect clinique, donc ça c'est des cas authentiques de notre service. Voilà, donc on demande une radiographie de face, je m'excuse parce qu'il y a trop de lumière, peut-être que ce n'est pas évident pour vous, vous demandez des radiographies de face et de poignet, on a ce résultat-là. Est-ce que ça vous montre quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Toujours difficile sur les radiographies? Ça ne se voit pas bien, je suis tout à fait d'accord. Alors si on voit bien sur le profil, on voit que le semi-lunaire, il a perdu son orientation normale, sachant que le semi-lunaire, il coiffe en bas le grand os. Et vous voyez que le semi-lunaire, il est parti en avant, et le reste du carpe, il est derrière le semi-lunaire. Alors c'est ce qu'on appelle la luxation périlunaire des os du carpe, c'est-à-dire lorsque tous les os du carpe se déplacent en un seul bloc derrière le semi-lunaire, et ça témoigne généralement des lésions ligamentaires au niveau du poignet, sachant qu'il y a 33 pratiquement de ligaments au niveau des os du carpe, mais les plus touchés, ce sont le ligament scapho-lunaire et le ligament pyramidolunaire. Donc ce qui fait que le semi-lunaire, il se déplace vers l'avant et tous les os du carpe se déplacent vers l'arrière. Donc peut-être qu'on aura des clichés plus parlants. Donc voilà, donc c'est juste pour vous, c'est un schéma pour vous montrer l'orientation normale des os du carpe. Alors sur le profil, vous avez 1, c'est l'extrémité inférieure du radius, 2, le semi-lunaire, le 5, c'est le scaphoïde, le 3, c'est le grand os. Et vous avez le 2 qui coiffe le 2 qui coiffe le 3, c'est-à-dire que le semi-lunaire, il chapeaute toujours le grand os par en haut. Et donc, il faut toujours vérifier sur une incidence de profil s'il n'y a pas de déplacement des os du carpe par rapport au semi-lunaire. Donc,
c'est un peu plus évident sur ces incidences. Donc vous voyez la luxation périlunaire sur le cliché de droite. Vous avez le semi-lunaire, il a la forme d'une semi-lune qui est en avant. Et tout le reste du carpe, il est en arrière. Vous voyez le lunatome en jaune qui est en avant. Alors que normalement, il doit coiffer le grand os marron, qui est le capitatum. Il doit le coiffer. Donc c'est une situation assez fréquente. Malheureusement, le diagnostic, il passe souvent inaperçu. Et pour cela, il faut une analyse correcte des radiographies de face et de profil. Il faut analyser les fameuses lignes de Gullula. Alors, les lignes de Gullula, c'est quoi? La première ligne, elle passe par le bord supérieur de la première rangée des os du carpe. La deuxième, elle passe par le bord distal de la première rangée. Et la troisième, elle passe par le bord proximal de la deuxième rangée. Et toutes ces lignes doivent être harmonieuses et parfaitement parallèles. S'il y a une perte de l'harmonie de ces lignes de Gullula sur la face, il faut penser à la luxation périlunaire. Et c'est généralement le cliché de profil, si on l'analyse correctement, qui va nous donner le diagnostic d'une luxation périlunaire. Et vous voyez très bien sur le cliché de profil le semi-lunaire qui est en avant, avec les os du carpe qui sont derrière. Alors au moindre doute, là aussi, le scanner, il est notre salvateur. Et ça donne le verdict. Vous avez le semi-lunaire qui est parti en avant, qui ne coiffe plus le grand os sur cette incidence du milieu. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir en matière de luxation périlunaire? C'est un diagnostic qui passe là souvent inaperçu dans plus de 50% des cas. La clinique, là aussi, elle est non spécifique. Bien analyser les radiographies de profil vous apporte le diagnostic dans pratiquement tous les cas. Et au moindre doute, le scanner, il va vous confirmer le diagnostic. Alors, je passe au dernier cas clinique, pour ne pas trop vous alourdir avec ça. Alors, un patient de 44 ans présente au cours de la pratique de sport, de foot, un traumatisme de la cheville. Au démarrage d'un sprint, il sent une douleur très importante au niveau de la cheville. Et quand on examine le patient, on trouve une cheville qui est tuméfiée, des reliefs osseux qui sont respectés et non douloureux. C'est-à-dire qu'on élimine en quelque sorte les problèmes de fracture au niveau de la cheville, puisque les reliefs osseux sont indolores. Et le malade, il arrive à marcher, mais avec une légère boiterie. Alors, vous pensez à quoi? Sportif de 44 ans, au démarrage d'un sprint, ils sent une douleur. Bravo. Alors voilà, donc on demande une radiographie de la cheville de profil. On note rien de particulier. On demande une échographie et nous donne le diagnostic d'une rupture partielle du tendon d'Achille. Alors, est-ce que c'est suffisant pour vous? Comment vous allez gérer ce patient? Comment vous allez le traiter? La chirurgie. Même s'il y a une rupture partielle? Oui, merci. Merci de votre confiance. Donc voilà, c'est une rupture du tendon d'Achille. Je vous rappelle les clés du diagnostic. C'est un diagnostic essentiellement clinique. Et vous voyez, la perte de l'équin physiologique, elle est constante dans la rupture du tendon d'Achille. Vous avez le pied droit qui est en équin physiologique et vous avez le pied gauche qui se met à angle droit. Comme on apprend à nos étudiants, il suffit de mettre le malade en décubitus ventral avec le pied qui dépasse le bord de la table pour faire le diagnostic d'une rupture du tendon d'Achille. Vous voyez le pied, là où il y a la rupture, la cheville se met à angle droit. Du côté droit, il y a le tonus physiologique qui maintient un certain équin au niveau de la cheville. Et puis vous avez le signe de Thompson. Quand vous appuyez sur le mollet, les reliefs musculaires du mollet, vous n'avez pas de flexion plantaire. Ça témoigne qu'il y a une incontinuité au niveau du tendon d'Achille. Mais si j'ai un seul examen clinique à vous apprendre pour être sûr d'une rupture du tendon d'Achille, c'est demander à vos patients de se mettre en appui unipodal sur la pointe du pied. Impossible si on a une rupture du tendon d'Achille. Alors, cet examen clinique, il est suffisant pour le diagnostic de la rupture du tendon d'Achille. Donc attention aux échographies qui vous montrent une rupture partielle et on ne propose rien aux patients. Alors comme on en a parlé tout à l'heure avec le professeur Ksayer, donc les ruptures partielles existent certes, mais sur le plan chirurgical, anatomopathologique, quand on opère ces malades, on voit qu'il y a les fibres qui sont continues, mais qui sont en accordéon, comme des spaghettis, c'est-à-dire ils n'ont aucune
valeur fonctionnelle. Et normalement, c'est un tendon qu'il faut réparer. Et donc la réponse est toujours, est-ce que le tendon d'Achille est rompu ou pas? Donc c'est la chose à laquelle il faut répondre. S'il est rompu, il faut l'adresser au traumato qui va choisir entre traitement orthopédique et traitement chirurgical. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que la rupture du tendon d'Achille survient chez le sportif vieillissant. Elle est responsable de douleurs postérieures de la cheville. Tous les malades, ils nous rapportent toujours la même chose. Ils disent, on avait l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous a frappé de derrière. Alors généralement, il n'y a personne qui l'a frappé de derrière, mais c'est juste la sensation de douleur fulgurante qui apparaît à la face postérieure. À l'examen de la cheville, si vous avez la chance d'assister dans les premières heures du traumatisme à cette fameuse encoche, qui est la dépression qui correspond au hiatus qui sépare les deux bouts du tendon d'Achille. Sinon, rapidement, la cheville, elle est œdématiée, on ne voit plus cette encoche. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres signes. Il y a le signe de Thompson, il y a l'appui monopodal qui est impossible. Donc le diagnostic d'une rupture du tendon d'Achille, il est clinique. Et attention à l'échographie qui parfois parle de rupture partielle. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions dans la salle. Oui? Oui? Oui. Chirurgical. Oui. Le problème, c'est qu'on voit parfois des patients qui ont été opérés et qui gardent une vraie raideur du coude. Oui. Donc, ça dépend du choix de la technique chirurgicale. Et c'est pour ça que j'ai posé ma question. Merci. Très bien. Donc, tout à fait, les raideurs du coude post-opératoire, nous, l'articulation du coude, elle est réputée d'être ingrate. Hein, c'est une articulation qui est très exigeante sur le plan chirurgical, c'est-à-dire que pour avoir une mobilité normale du coude, après une intervention chirurgicale, après fracture surtout, il faut une réduction anatomique, il faut rétablir les surfaces articulaires. Il ne faut pas être agressif sur le plan chirurgical, c'est-à-dire toujours respecter l'anatomie au niveau du coude et respecter les espaces chirurgicaux, comme on dit, et surtout, il faut qu'il y ait de la rééducation post-opératoire après, parce que sinon, sans rééducation, il suffit que je vous immobilise votre coude pendant 21 jours ou 30 jours, et après, vous allez garder des problèmes de raideur qui, parfois, sont irrécupérables. Donc, c'est une articulation qui est exigeante sur le plan chirurgical, et je suis tout à fait d'accord qu'on peut avoir certains problèmes dans les suites post-opératoires de certaines pathologies. Merci. Je vous en prie. Merci, Oustad. Merci à Oustad aussi de vous remercier. Vous étiez mon enseignant. Je suis fier d'avoir des enseignants comme vous. Là, bien sûr. Merci.